bonjour et bienvenue dans le Rascaille Show numéro 33. Notre invité international du jour, c'est Monsieur John Lammers, qui a foulé les pelouses toulonnaises à la fin des années 80. Un joueur qui nous a fait rêver, et entre autres Bruno, notre autre invité montpelliérain, qui avouait en off que John était son joueur favori de l'époque, et peut-être même de l'histoire du Sporting, mais ça c'est toi Bruno qui nous le dira. Donc aujourd'hui on va évoquer plusieurs choses. On va évoquer les sorties médiatiques de Claude Joy qui a qualifié la Fédération française d'irresponsable. On va aussi parler de Kenny Moulet, qui est un joueur du Sporting, John, et qui lui-même a donné une interview pour le site ActuFoot, et qui nous a donné quelques informations quant à la période de confinement que l'on connaît finalement aujourd'hui quasiment dans le monde entier. Et puis, on va bien sûr évoquer la carrière footballistique de John dans son ensemble, mais aussi et surtout John au Sporting Club de Toulon. Voilà, donc messieurs, bonjour. Donc première partie de l'émission, on démarre peut-être avec John, une petite présentation, histoire soit de rafraîchir la mémoire aux supporters toulonnais, mais aussi et surtout pour les plus jeunes, de faire ta connaissance. Donc John, c'est à toi. Bonjour à tout le monde. John Lammers, j'ai joué 2 ans à Toulon. J'ai eu un très bon temps. J'ai joué dans une bonne équipe avec les mecs comme Bernard Padot, Roger Mendy, François Zawi, Jean-Louis Berenguer, Bell. On avait une bonne équipe, Peter Boss. J'ai de belles histoires toujours de cette époque. Cette époque, c'était aussi important pour moi comme une home parce que j'étais jeune encore. Mon plus ancien fils est né à Toulon, alors il est un petit Toulonnais. Et j'ai gardé toujours de bons contacts. J'ai toujours de contacts avec François Zawi. Et même après mon carrière comme footballeur, quand j'étais entraîneur, j'étais toujours eu de contact avec François, même quand il était sélectionneur de Côte d'Ivoire. Alors, j'ai eu une bonne époque, j'ai eu une bonne période comme footballeur. J'étais 18 ans joueur professionnel. J'ai arrêté mon carrière à Australie, Nouvelle-Zélande, où j'ai joué 4 mois. Et après, j'étais devenu entraîneur. Jusqu'à maintenant, les derniers 2 ans et demi, j'ai travaillé en Danemark. Alors, je suis toujours dans le football, dans le milieu. Et maintenant, je suis sans travail, mais c'est bien aussi de temps en temps de prendre un peu de repos parce que ça a pris beaucoup d'énergie d'être un entraîneur. Mais dans quelques temps, je voudrais aller encore être entraîneur. Alors, je travaille encore toujours dans le milieu de foot. D'accord. Donc, on peut aussi rappeler que tu as été international en catégorie jeune. Oui, j'étais moins 23, mais comme j'ai expliqué déjà, on avait de très bons attaquants dans cette époque. On avait Kieft, qui joue à Ajax, on avait Marco van Basten, on avait Gullit, on avait Bosman, on avait de très bons attaquants. C'était une époque. Il a failli venir. Ouais. Bosman avait failli d'ailleurs. Oui, mais quand même, j'ai joué là-bas et j'ai eu une bonne carrière. Et je pense que j'ai pris le maximum de mon carrière et ça, c'était le plus important. Ouais. Pour revenir au foot actuel, tu nous disais donc que tu étais entraîneur. Qu'est-ce qui a changé au niveau du coaching entre la période que tu as connue, toi, en qualité de joueur professionnel et ce que doit être aujourd'hui un entraîneur dans ce football moderne du XXIe siècle?
Moi, je pense que l'entraîneur, maintenant, il doit être un psychologue. Alors, tu dois travailler avec 20, 30 personnes. Tu dois travailler avec une équipe autour de football. Alors, ça veut dire le staff, le médical, le presse, le supporter, le sponsor. Il y a plusieurs choses autour de football qu'avant. L'époque aussi, maintenant, c'est plus facile pour le joueur, je pense, parce que tout est mesuré. Dans l'époque que nous, on était là, on joue le foot et on pense qu'on fait les bonnes choses. Mais maintenant, tu mesures tout. Tu mesures combien de sprints tu as fait, combien de mètres tu vas courir. Alors, avec les images, les images de Toulon, on n'avait qu'une caméra et peut-être la caméra était là. Mais maintenant, il y a 5 caméras à chaque match. Alors, c'est plus facile d'un côté de travailler avec les joueurs parce que moi, j'ai travaillé beaucoup avec les images. Et j'ai analysé plus qu'avant. Avant, c'était tu parles un peu, mais maintenant, tu peux analyser plus qu'avant. Alors, Oui, je pense que pour le footballeur, c'est bien. Tu vois tout, mais dans mon époque, c'était plus facile. d'accord. Bah, parce qu'en plus, aujourd'hui, effectivement, avec les systèmes GPS, on peut absolument tout contrôler. Du coup, peut-être que des joueurs qui par leur expérience, pouvaient se ménager, aujourd'hui ne peuvent plus tricher. Parce qu'on est dans cette visibilité de la performance. Oui, mais c'est ça que je veux dire. On peut mesurer tout, mais moi, je dis toujours, si tu cours 10 km par match ou 13 km, ça dépend un peu comment tu fais ça. Alors, La gestion. le mesurement, c'est très bien, mais ce n'est pas tout. Tu dois regarder tout. Et c'est pour ça que moi, je regarde toujours quand j'ai un match. Après le match, je vais toujours regarder encore une fois. Et je vais parler avec les joueurs, qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qui peut être mieux. Alors, c'est plus facile maintenant de prendre des choses. S'ils sont ouverts pour ça, les joueurs, c'est plus facile de faire mieux. Avant, c'était toujours les joueurs qui... J'ai eu pas beaucoup d'entraîneurs qui me parlent avec le match et ils parlent, oh, ça c'est bien, mais maintenant tu peux montrer. Et sur l'entraînement, c'est le même. Oui, quand tu parles par contre de psychologie, c'est par rapport aux mentalités qui ont changé au niveau des joueurs, je suppose. Ah oui. Tu sais, dans mon époque, quand Roland il dit quelque chose et tout le monde attend. Maintenant, tu as des jeunes qui oubliaient vite. Et alors, tu dois faire sur une autre manière. Dans mon époque, comme je dis, avec Roland, le traîneur dit quelque chose. On pensait de ça et on fait ça. Mais maintenant, il y a beaucoup de gens qui ont une opinion, qui a le social media qui est important parce qu'il y a le manager qui dit quelque chose, il y a les parents, il y a les amis, il y a le média. C'est plus difficile. Dans mon époque, il n'y avait que l'entraîneur et pour le reste, il n'y avait rien. Ouais. Là, tu évoques Roland Courbis. Est-ce que ça fait partie des coachs qui t'ont influencé pour ton après-carrière d'entraîneur? Oui. Il était très bien d'organiser une équipe et moi, j'étais un attaquant. Mais quand tu vas être entraîneur, tu dois commencer avec la défense, avec une bonne... comment je dis ça? Avec une bonne... je cherche le mot. Mais avec une bonne organisation. Et lui, il a fait ça. Il a fait. Et moi, j'ai pris beaucoup de choses de lui comme j'ai été entraîneur. Toujours, quand j'avais un nouveau entraîneur, j'ai écrit toujours de bonnes choses et de mauvaises choses. Et à la fin de mon carrière, j'ai eu beaucoup d'entraîneurs. Et comme je dis, Roland, il était le meilleur qui était dans l'organisation, et surtout défensivement. Offensivement,
Moi, je pense que ça peut être mieux, mais défensivement, il était vraiment très, très fort. Mais John, juste une chose, notamment quand tu parles de défensif, on voit que tu es très très gentil avec Roland. Moi, Roland, je l'ai beaucoup aimé, mais toute l'année, il a joué quasiment avec 4 défenseurs, 5 milieux, un seul attaquant qui était Patrick Collot. Hein? Oui. Pour information, Patrick Collot, moi, j'allais te voir à l'entraînement à Bon-Rencontre et même à Mayol. Juste pour information, pour les supporters qui n'ont pas eu cette chance de vivre ces moments de gloire, Patrick Collot, il mettait un but, on va dire, à 6 mètres. Roland disait « Oh, bravo Patou !» Et John, il mettait un retourné acrobatique de 16 mètres et il n'y avait pas un mot. Donc, ce que je veux dire, c'est que Roland, il a toujours eu légèrement de favoritisme sur certains joueurs. Il avait son bloc. Et surtout, ce qu'il faut préciser, c'est vraiment indispensable, c'est qu'à ton époque, on ne pouvait jouer qu'avec 2 étrangers. Et il y avait 3 étrangers au Sporting. Il y avait Peter Bosz, qui était milieu défensif, qui était, on va dire, le moteur de l'équipe avec François Zawi. Et il y avait Georgi Bognar, qui d'entrée a mis des coups francs, qui a fait gagner le Sporting à Lens à la 92e minute. Ah oui, et donc, tu n'as pas pu vraiment jouer. Mais ce qui est vraiment triste pour toi, c'est que, est-ce que tu savais, je me permets de poser une question, est-ce que tu savais en venant au Sporting que Roland jouait quasiment avec un seul attaquant, parce que pour toi, c'était difficile. Non, mais c'est pour ça que je dis qu'il est vraiment très, très bien dans l'organisation défensivement. Et offensivement, il avait un attaquant et une ailier gauche ou ailier droite qui pouvaient venir, et le reste doit être toujours dans l'organisation. Moi, j'ai pris beaucoup de choses de ça. Je veux dire qu'un attaquant, il pense qu'à l'attaquant. Mais lui, il a aussi le reste défense. Et moi, quand j'étais entraîneur, je comprends que le reste défense est important. Mais moi, je fais un autre reste défense que Roland, parce que moi, je fais le reste défense plus haut. Alors, si on attaque, je veux toujours 3-4 personnes autour de 16 mètres, 18 mètres. Parce que si le ballon tombe là, tu peux faire le pressing encore. Mais quand même, Roland m'a appris beaucoup de choses et je suis d'accord avec toi qu'il ne joue qu'avec un attaquant et c'était très difficile pour moi parce que Patrick Collot est un mec qui travaille beaucoup, qui court beaucoup. Et moi, j'étais plus un attaquant qui était bien dans le 16 mètres. Axial. Oui, c'est ça. Comme Trezeguet ou des joueurs comme ça, bien sûr. Mais quand même, on avait de bons résultats avec ça. On avait de bons résultats, on gagnait le match. Quand je marque un but, je crois, la première année, je marque 6 buts. Je crois le 6 buts, on a gagné 4 fois et 2 fois on fait un match nul. Alors, on avait toujours le résultat. Et le résultat, c'est le plus important parce que si on a un entraîneur qui attaque, mais tu perds le match. Alors, c'est pour ça que je dis, j'ai appris des choses de Roland, mais je comprends qu'est-ce que tu veux dire. Il y a juste une chose, et je le dis pour les supporters du Sporting, il y a quelque chose où il a fait une erreur dramatique, Roland. C'est, rappelle-toi, le match de Coupe de France, Toulon-Marseille en 8e de finale, un match crucial. Oui. À Marseille, on fait 1-1, but de François Zawi, incroyable. Ouais. Dans la foulée, François triple 7 joueurs et but sur le gardien. Mais au match retour, tu dois t'en rappeler, il y avait bien sûr les 3 joueurs éligibles, c'est-à-dire toi, Georgi Bognar et Peter Bosz, mais il n'y avait plus d'attaquants, c'est-à-dire Makanaki, Collot, tous les joueurs offensifs étaient HS. Toi, tu étais opérationnel, et il met une attaque venue d'un autre monde, Luigi Alfano, que je respecte, avançant, avec Roger Mendy en Giroud pour axer. Comment tu veux marquer des buts avec de très bons joueurs, mais là, il fallait vraiment te faire jouer. Et ça, je pense que si tu avais joué dans ce genre de match, on aurait sans problème gagné le match, malheureusement.
Non, mais je suis d'accord avec vous. Si tu veux marquer un but, tu dois avoir un attaquant. Et il n'y avait pas ce match. Mais ça, c'est un peu Roland. Il joue pour le résultat. Et je pense que sur le moment, il pensait que ça, c'est la meilleure manière de gagner cette match. Et quelle ambiance, hein, ce match-là. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ah oui. C'est extraordinaire. Oui, incroyable. D'ailleurs, en parlant d'ambiance et de souvenirs, qu'est-ce que tu retiens, toi, John, de tes années toulonnaises? Comme je dis déjà, moi j'ai de bons souvenirs. Pas que de football, mais aussi autour de foot. J'habite là-bas à côté de Peter Bosz, mais dans l'area, il y avait beaucoup de joueurs. Il m'a pris l'après-midi pour manger. J'ai essayé de boire du vin là-bas. Avant, je ne bois jamais du vin et maintenant j'aime du vin. Alors, cette semaine, j'ai eu encore une domaine haute qui nous boit toujours le jour avant le match. Mais surtout la vie. C'était fantastique. Vivre dehors. Mon anniversaire, c'est 11 décembre. Moi, j'ai fait mon anniversaire dehors. Parce qu'il était très bon. Et à Hollande, il est plus froid. C'est pour ça que j'ai acheté une maison ici en France. Parce que moi, j'ai une manière de vivre dans le sud. C'est vrai, c'est vrai. Et avec le match, comme je dis, je me raconte encore un match contre Monaco. C'était le dernier match devant le trêve et c'était le même. On a joué 100 attaquants là-bas. Il y avait Philippe Farjon et moi sur le banc. Il n'y a que 2 joueurs sur le banc. Et c'était eux, ils marquent 1-0, 2-0. Après, il rentre Philippe Farjon. Non, on a marqué 1-0, Patrick Collot. Après, il a marqué 1 et 2-1. Et 15 minutes de la fin, il rentre Philippe Farjon. Et 10 minutes de la fin, il rentre moi. Et le premier ballon que je touche, je marque le 2-2. Alors après, Roland, il va être fou parce qu'il vient de Monaco. Il a dit, tu as encore 2 jours plus de vacances. Alors, c'était de bons souvenirs. Mais j'ai eu que le bon souvenir. J'ai eu une bonne temps. Ce qui est fou chaque fois qu'on interviewe les anciens joueurs du Sporting, et entre autres de cette époque de D1, et encore plus peut-être sous l'ère Roland Courbis, hein, c'est cette notion de camaraderie et de vrai groupe où tout le monde était solidaire, où il y avait plus qu'une profession de footballeur, c'était aussi de l'amitié, puisqu'on se rend compte que certains joueurs continuent 30 ans, 35 ans plus tard à continuer de se voir, de se parler, de communiquer, enfin voilà. Des notions de sacrifice, je dirais, John, à l'époque, des notions de sacrifice. Oui, mais je suis d'accord avec toi parce que le moment-là, comme Roland, il fait un rendez-vous, il dit ça, on fait, et tout le monde fait ça. Maintenant, beaucoup de joueurs, oui, mais peut-être si on fait ça, le moment-là, il dit ça et on fait ça. C'est pour ça que peut-être tu dis, tu es bien avec Roland et il est un entraîneur, il avait une idée et je peux être d'accord, non? Mais le moment-là, je suis une de l'équipe. Alors, je dois prendre ça. Et si il me rentre dans le terrain, je dois être prêt. Oui, cette notion de coéquipier, de force commune, finalement. Oui. Force équipe. Oui. C'est vrai. Toutes les semaines, la Fédération française de football fait des annonces pour finalement les dénoncer la semaine suivante. Pour l'heure, le président Le Graët voudrait que le championnat reprenne.
certains présidents de Ligue 1, de Ligue 2, semble-t-il aussi. Au niveau, bien évidemment, des chaînes de télévision qui mettent un pognon de dingue dans les retransmissions, il y a aussi cette volonté de reprise. Et pourtant, l'actionnaire majoritaire du Sporting, qui est Claude Joy, dit que la FFF est irresponsable dans ses discours. Et en ça, je le rejoins, puisque pour l'heure, ce qui compte le plus sur le plan mondial, c'est pouvoir sortir ou trouver une solution à l'éradication du Covid-19. Donc toi, avec ton regard extérieur et de professionnel du monde du football, mais aussi de citoyenne du monde finalement, quel regard tu portes sur le confinement, sur tout ce qui se passe et tout ce qu'on peut entendre par rapport à cette pandémie? Moins on en dit sur le sujet et plus on aura raison, parce que les certitudes évoluent de jour en jour. Moi, je suis alors pas personnellement touché, mais j'ai quelqu'un de très proche qui l'a attrapé là. Ça fait une semaine là. Et en plus, c'est quelqu'un qui est fragile des poumons, etc. J'ai dédicace un peu l'émission. Et tout ça pour dire que ce virus, il est partout. Personne ne veut l'avoir, mais on va être un paquet à l'avoir. Et c'est quand même une situation tellement problématique et dramatique que on voit bien, on ne sait pas trop comment gérer ça. Et je pense que malheureusement, la peur fait que il y aura des précautions. On va s'auto-censurer sur plein de choses. C'est pour ça que épiloguer sur le retour, pas le retour, tout ça, pour le moment, c'est vraiment pas d'actualité, malheureusement. Alors, je vois bien qu'en Allemagne, ça reprend un petit peu comme ça sur la pointe des pieds, mais si c'est pour au final jouer dans des stades vides, si c'est... Bon, je sais pas si c'est vraiment nécessaire. Il y a beaucoup d'inconnus. Toujours à plus dans des stades avec 70 000 personnes qui vont uriner, hein, c'est fini ça. Non, mais en tout cas pas pour l'instant. Donc c'est vraiment une période très très spéciale. Il y a pas de précédent. Et on peut pas. Si on est à la place du président, enfin moi je suis président aujourd'hui, vu comme ça critique, qu'on a été tellement dilettante, je pense que le curseur il va être plutôt dans le plus sévère, parce qu'il va pas prendre aucun risque. Si jamais il lance un signal d'un peu plus, déjà qu'il y a des polémiques plus de liberté sur le fait que les gens sont pas assez disciplinés. Ouais, disciplinés. S'il lance le message d'un peu plus d'un peu plus comment je pourrais de laisser aller, ça va lui être reproché. Donc je pense que les gouvernements vont être plutôt plus sévères, et je pense que c'est finalement normal, parce qu'on veut pas prendre de risques. Le virus dans le sud, a priori, il y est pas, mais moi j'ai une amie proche qui l'a, je connais d'autres personnes qui l'ont, donc il est de partout et il fait peur et personne ne veut l'avoir, donc c'est compliqué. Ouais. Enfin, il y a juste un détail, Manu, je suis complètement d'accord avec ce que tu dis, mais il y a des pays qui sortent du confinement la semaine prochaine. Mais est-ce qu'ils ont raison? Ça on le sait pas. Hein. Ça, on le sait pas. Ouais, c'est le principe de précaution, en fait, que la France adopte. S'ils ont raison. Si tout le monde redoute le rebond, on sait que si jamais il y avait un rebond, ça serait peut-être encore plus grave. Donc, chacun fait sa sauce, c'est très bien. J'entends parler en Asie, mais en Asie, ils ont des précédents. Donc, bien sûr que c'est, entre guillemets, un peu plus facile, parce qu'ils avaient déjà entre guillemets, des habitudes qui leur ont permis de mieux répondre. Bon, il y a quelques exemples qui sont bons, mais si tu regardes globalement la situation dans le monde, tout le monde est pris de court, que ce soit même les premières puissances, plus que la France. Les États-Unis qui sont le pays le plus touché aujourd'hui. Encore plus que nous, donc il n'y a pas de vérité, chacun fait un peu comme il peut. Bon, vraiment, on est dans cette situation, mais voilà,
on ne sait pas quand ça va finir. Il faut prendre son mal en patience. Mais moi, je me hasarderai pas à quelconque pronostic. Et le foot, les débats du foot, pour moi, on les évoque, c'est bien d'en parler, mais ils sont quand même bien au-delà de la crise sanitaire et de la réelle économie qui va en découdre. Ah oui, c'est sûr que niveau économique, ça permet de revenir sur les déclarations de Claude Joy, mais c'est déjà ce qu'on disait la semaine dernière dans l'émission, c'est-à-dire que il va y avoir un véritable impact économique partout en France. Et il est vrai que, par exemple, quand on évoque de nouveau le sponsoring, hein, on l'a déjà dit la semaine dernière, mais les entreprises qui aujourd'hui sponsorisent des clubs, mettent de l'argent dans des clubs, vont d'abord vouloir sauver leur peau avant d'envisager de mettre de l'argent dans le financement d'un maillot, des choses comme ça. Bien sûr. Ça et le reste. Donc, ouais. Mais moi, je pense vraiment que c'est dur de donner une solution. Et je suis d'accord avec Nico. Le football, ce n'est pas le plus important. La vie, c'est le plus important. Mais quand même, on peut choisir un petit peu une chose qu'on ne prend pas de risque. Et c'est pour ça que je dis, si la vie va être encore le même qu'avant le corona, je ne sais pas. Mais j'espère qu'il va faire quelque chose. Hein. J'ai eu de contact avec Peter Bos, qui est maintenant entraîneur de Bayer Leverkusen. Il s'entraîne avec 5 personnes. Alors, il a dit que c'est très lourd pour l'entraîneur parce qu'il fait 5 heures ou 4 heures par jour. Il fait l'entraînement. Mais quand même, il fait quelque chose. Et moi, je pense que quand tu vas être dans... À Hollande, c'est le même. À Hollande, on dit toujours, oui, ça, c'est pas bon, ça, c'est pas bon. Alors, tous les gens vont penser aussi que c'est pas bon. Et il y a de bonnes choses aussi. Hein. Et maintenant, avec le corona, c'est dur. Mais moi, je suis ici avec ma femme. 4 semaines, nous sommes ensemble. On a bien fait. Il y a des personnes qui ont des problèmes avec ça. Moi, je n'ai pas de problème. Mais je pense que s'il va donner un petit plus de place pour se mettre un peu, faire les courses comme ça, je pense que ça va être mieux encore. Maintenant, tout le monde parle, oui, ça c'est mauvais, ça c'est mauvais. Alors, il y a beaucoup de gens qui pensent que tout est mauvais. Pas tout est mauvais. Et je veux pas être comme ça. Moi, je suis toujours un optimiste. Et je sais qu'il y a beaucoup changé. Et je sais qu'il y a beaucoup de problèmes. Mais quand même, on ne doit pas penser qu'il y a plein de problèmes. Non, c'est sûr qu'il y a autre chose que le Covid dans la vie, bien évidemment, et encore heureux. Mais bon, ce que moi je trouve effectivement déplacé pour l'heure, c'est que c'est mon ressenti, hein, c'est que on fait d'abord passer l'aspect économique, et notamment dans le milieu du sport. Et pour le football en l'occurrence, puisque d'autres fédérations ont déjà pris des décisions. Donc voilà, on fait passer d'abord le volet économique avant de penser à la santé des gens. Alors je veux bien qu'effectivement le fait de peut-être faire des matchs à huis clos avec simplement des caméras de télévision et que les supporters puissent avoir accès à ces matchs sur des chaînes privées ou pas, mais n'empêche que la réalité aujourd'hui, c'est qu'il y a une pandémie qui est grave et que pour l'instant, on n'a aucune solution pour guérir. Tu as raison. Ah ouais. Tu as raison. C'est ça. Tout à fait. Et pardon, hein, je rebondis sur du coup l'interview de Kenny Moulay qui est donc un milieu de terrain du Sporting depuis plusieurs saisons et qui explique dans son interview cette semaine que tous les joueurs ont un programme d'entraînement à domicile, ce que je trouve super. Après, il y a aussi notre réalité et moi je le vérifie à titre personnel. Je pense que tout le monde n'est pas logé à la même
enseigne, c'est-à-dire que quelqu'un qui a un jardin, par exemple, ou un extérieur, va pouvoir certainement mieux s'entraîner que quelqu'un qui vit en appartement. Voilà. Évidemment. Évidemment. Moi, je suis d'accord. J'ai une maison avec un grand jardin ici. Et je peux travailler dans mon jardin. Je peux faire quelque chose. J'ai le chien ici, alors je peux me promener. Alors, c'est pour ça que je dis je suis bien ici. Mais quand même, si tu es dans un appartement, dans le centre-ville, c'est dur. Tout à fait. Dur. Tout à fait. Bruno, tu voulais dire quelque chose? Ah non, mais j'ai dit simplement par rapport au fait qu'à mon avis, il n'y aura plus, comme l'a dit, je crois, Manu, il a pronostiqué, c'est un bon pronostiqueur, Manu, il a pronostiqué d'ici la fin de l'année, malheureusement, des matchs, je le répète, à 60 000 personnes où on va à la buvette et après on va aux toilettes publiques, je ne peux pas concevoir ça dans un mois ou même 2 mois. Bien sûr, bien sûr. Ni 3 ni 4. Non. Ouais, c'est ça. Non, de ce que je disais, pour revenir encore une fois à ce qui est dit, c'est le journal du dimanche qui a sorti un article ce matin sur le supposé contenu de la déclaration du président Macron lundi soir. Voilà, c'est plus septembre qui est évoqué pour une situation à peu près normale. Voilà, donc ça fait encore quelques mois pour voir venir. Beaucoup d'incertitudes, on en est là. C'est ça. Au niveau de l'actualité Sporting, Manu, tu voulais dire des choses concernant l'interview de Claude Joy, celle de Kenny Moulay, ou même celle de Momo Hachfi, pardon. Bon, qui va... Mais je pense qu'il évoque le volet les catégories jeunes et en dessous du national. Je ne pense pas comme lui. Bon, déjà il parle. J'entends parler qui veut finir la saison 2019-2020 en 2021. Bon, je trouve ça plus que farfelu, mais bon, peu importe. De toute façon, c'est pas ça, pardon, qu'il dit. Il dit qu'il veut finir la saison 2019-2020 et par contre faire une saison blanche sur 2020-2021. Ah, mais si j'ai bien compris. J'ai relu ce matin. Il dit pas, si on n'aura pas à la finir, il faut qu'on puisse la finir même en 2021. Il dit pas ça à un moment. Il dit qu'on peut prolonger le championnat, mais pour finir cette saison. Non, mais de toute façon, moi, il y a deux logiques. Moi, ce qui me paraît plus important, on a compris, c'est le sanitaire, etc. Mais sinon, ce qui me paraît le plus important, c'est plutôt, pour moi en tout cas, d'avoir une saison prochaine la plus normale possible, même si elle sera déjà perturbée, que absolument finir cette saison. Bon, il y en a qui veulent absolument finir cette saison. Bon, moi, je trouve que c'est pas le sujet, mais je veux dire, sur ça, j'ai pas raison. Voilà, moi, c'est mon opinion. Après, concernant Moulay, et puis bon, sur Hachfi, je trouve un peu malheureux de contredire, d'aller un peu à l'encontre de son président. Ouais, tout à fait. Ouais. Forcément heureux, mais c'est pas grave non plus. De toute façon, en ce moment, il y a autant de gens qui s'expriment que d'avis différents. Donc voilà. Sur Moulay, il n'y a pas grand-chose à dire. Il ne dit pas grand-chose finalement. C'est des banalités. Ils se plieront aux décisions. Ils ont un programme. Bon, très bien. Voilà. Sur Claude, il y a deux aspects. Je pense que il a foncièrement raison en tant que président de se défendre, bien sûr, et qu'il doit se défendre et c'est très bien. Il est dans son rôle. Par contre, là où, ce que je regrette, c'est qu'on sent toujours ce côté dans sa com, ce côté un petit peu hautain, ce côté pas modeste. Bon. Je veux dire, quand t'as qu'une victoire, on sait très bien que la descente était actée. Alors, pas mathématiquement, et c'est sur ça qu'il jouerait. Mais il aurait pu dire la même chose en étant en étant mieux perçu quelque part. Et parce que, d'ailleurs, il y a beaucoup de supporters qui
qui le reprochent. Ouais, tout à fait. Et beaucoup de supporters adverses en voyant ça vont dire il est gonflé, et c'est ce que je regrette. Ouais. Et moi, je veux dire, nous en tant que supporters du Sporting, moi pour bien analyser une situation, j'essaie toujours de me mettre dans la peau de quelqu'un d'autre. Et là, je me dis, si je suis 10e du championnat, et il y a, mettons, voilà, un club comme ça qui a qu'une victoire, qui est largement décroché, et que son président parlerait comme ça, même si je le comprendrais, je me dirais, il est un peu gonflé. Et j'ai ce ressenti, donc j'ai cette ambivalence. Pour schématiser, sur la forme, sur le fond, il a totalement raison. Sur la forme, j'y donnerais un petit carton jaune, voire orange, parce que je trouve qu'il a un côté toujours comme ça, un peu trop sûr de lui, un peu trop hautain, et qui font derrière penser que faudra pas qu'il oublie que c'est un vrai échec cette année, même si on reste en national, ouais. Et qu'il faudra qu'il en tire de vraies conséquences. Voilà. Sur ça, il y a beaucoup de supporters que, même si on reprend dans 6 mois, ils n'auront pas la mémoire courte, et c'est ce qu'ils demanderont. Et moi, je demanderai. John, tu continues de suivre les résultats du Sporting? Oui, je vois le résultat. C'est tout. Tu parles de président, je ne connais pas, l'interview, alors, mais je toujours suivre Toulon, toujours. Et, c'est une année très difficile. Oui, tout à fait. Très compliqué. C'est très compliqué. Moi, je ne connais pas l'histoire derrière, je ne connais pas les joueurs, je ne connais pas l'entraîneur, je ne connais pas. Et c'est dommage parce que. John, entraîneur du Sporting, saurait de la gueule. Hein. C'est John, entraîneur du Sporting, saurait de la gueule. Hein. Oui. Ça le ferait, comme on dit. Oui. C'était entraîneur du Sporting. Oui. John, est-ce que tu as entendu parler, John, de la volonté de Mourad Boudjelal, qui est l'ancien président du RCT, 3 fois champion d'Europe, champion de France, qui souhaiterait reprendre le Sporting? Quelqu'un de très médiatique? Non, t'as pas entendu parler de ça? Non. D'accord. Okay. C'est pas grave. Par contre, Bruno, il avait quelque chose à dire par rapport à ça. Concernant donc le sujet entre Mourad et Claude, cette fois, je ne m'adresse pas uniquement à Claude, comme c'était le cas lors du dernier match où vous m'avez invité dans le Rascasse. Et d'ailleurs, ça a, entre guillemets, porté ses fruits, puisqu'après, ils se sont apparemment rencontrés, ça a plutôt matché. Donc là, je m'adresse aux deux, et simplement pour vous dire que, comme disait Nico, il y a 2 coqs dans le poulailler. Donc, il n'y a pas d'autre alternative que Claude vende au minimum 51% des parts, voire plus, à Mourad, que Mourad prenne le pouvoir, entre guillemets, sportif, qu'il fasse les choix qu'il souhaite, que Claude reste actionnaire, certes minoritaire, et qu'à partir de là, il gère la partie gestion, la partie finance, fiscalité, comme il sait le faire. À partir de là, c'est vrai que c'est un peu comme un transfert. Il y a une vente, mais il y a, comme un transfert d'un joueur, il y a également des primes, des bonus. Donc, Claude, l'avantage dans cette formule, c'est que peut-être, à la base, au départ, tu n'auras pas ce que tu souhaites comme somme, mais au final, quand le club sera en Ligue 2, quand le club sera en Ligue 1, tu vas décupler la somme. Et à partir de ce moment-là, c'est un investissement. Ouais, je disais, John, entraîneur du Sporting à National, ça te botterait? Oui, tu sais jamais.
Tu sais jamais. Tu sais jamais. Et moi, je suis libre maintenant. Comme je dis, j'ai travaillé 2 ans et demi à Danemark, dans la plus haute compétition. J'ai fait de bons résultats là-bas. Mais tu sais, dans le football, la première année, j'ai monté. La deuxième année, j'étais choisi entraîneur de l'année. Et on était troisième. La troisième année, j'avais 6 points après 9 matchs et j'étais viré. Et ça, c'est le football. C'est dommage, mais c'est comme ça. Et moi, j'ai vendu de joueurs pour plus que 3 millions d'euros, mais ils ne regardent plus ça. Ils ne regardent que les derniers 5 matchs. Et maintenant, c'est difficile aussi de trouver quelque chose, hein, parce qu'il y a, s'il n'y a pas de football, il ne vire pas l'entraîneur. La compétition, on ne sait pas quand il va finir. Alors, c'est très difficile de trouver quelque chose. Oui, tout à fait. Mais je prends mon temps aussi un peu, parce que comme je dis déjà, le football, ça mange beaucoup d'énergie. Et quand il y a une nouvelle occasion, tu dois être prêt. Je voulais juste rappeler aux supporters qu'on a mis en place un challenge confinement. La chaîne Rascasse TV a mis en place un challenge confinement où en fait on invite les supporters qui le souhaitent à se filmer en train de chanter un chant de supporters qui s'appelle Un jour à l'improviste et avec ces images on va réaliser un clip vidéo et avec leur voix on va aussi mixer les voix sur de la musique de façon à proposer un clip des supporters du Sporting. Donc les volontaires sont toujours les bienvenus pour y participer. Voilà. Manu, tu voulais dire quelque chose? Petit truc sympa. Non, moi je suis encore vraiment ravi d'avoir eu John. Je remercie d'ailleurs Eddy qui l'avait interviewé pour le musée du Sporting. Je remercie Eddy qui nous a permis de faire cette rencontre. Ça a été vraiment une bonne chose. Quelqu'un de vraiment simple, abordable. Et puis, ça rappelle des bons souvenirs. Et puis, bon, c'est dommage, hein, on se l'était dit qu'on n'est pas François qui nous rejoigne, parce que bon, c'est un peu compliqué lui en ce moment. Il est en Centrafrique, je crois. Et parce que John m'a dit que à son arrivée, ça faisait partie des joueurs qu'il avait pris un peu sous son aile et qu'ils avaient comme ça un rapport étroit. Et voilà, à charge de revanche, je tiens vraiment à faire une émission avec François et John. Et John Lammers, tout à fait. Ça serait vraiment génial parce que si ce coronavirus est là et ça fait faire quand même des situations pas terribles, si ça peut permettre par ce biais d'avoir des petits moments, des bons moments comme ça, chipper un peu une petite heure de plaisir dans la journée, parce qu'il y en a pas beaucoup quand on est confiné, hein. Donc ça serait super. Et, en tout cas, merci à lui. Et puis encore une fois, ça a été, la Mers, c'était le fin des années 80. C'était l'adolescence. Moi, j'étais ado à l'époque. On était, les joueurs, c'était des héros. Et donc, voilà. En plus d'un joueur étranger à cette époque-là, c'était encore perçu, encore plus qu'aujourd'hui, de manière encore plus, j'ai envie de dire, magique. Et non, c'était vraiment chouette. Je suis vraiment heureux qu'il soit là avec nous. Ouais. Merci à vous. Merci de votre mot. Comme je dis et j'ai expliqué avant, j'ai eu un très bon temps. Et pas seulement comme footballeur, mais comme un homme aussi. Et François Zahoui, comme tu dis, il m'a aidé avec tout. Et après, quand je revenir à Hollande, et il y avait des étrangers, j'ai toujours aidé des étrangers parce que je savais que c'est difficile d'être jeune. Et moi, je parle aucun mot français quand je rentre en France. Alors, il m'a aidé avec ça, mais lui, il parle pas l'anglais. Alors, c'était dur, mais on a réussi et
c'est ça que je vais toujours garder comme le bon souvenir. Très bien. D'ailleurs, Oui, vas-y, Manu. pour être plus précis, d'ailleurs, quand on est étranger comme ça, qu'on ne sait pas parler un mot, au bout de combien de temps on arrive à un peu se débrouiller? Ah, ça dépend aussi de moi-même. Bon, ça dépend, Moi, mais pour toi. après 3 mois, je parle. Parce que tu sais, quand tu es dans un vestiaire et tu attends l'Hollandais et il rire, qu'est-ce qu'il dit? Tu vas penser, qu'est-ce qu'il parle de moi, mais qu'est-ce qu'il dit? Alors tu veux prendre. Et moi, j'ai appris après 3 mois, je pouvais déjà parler un petit peu en français. Et ça dépend un peu aussi de toi-même. Parce que maintenant, quand moi j'étais à Danemark, et à Danemark, tout le monde parle l'anglais. Alors moi, j'ai parlé 2 ans et demi l'anglais. Mais s'ils ne parlent pas l'anglais là-bas, je dois apprendre le danois. Mais maintenant, parce que tout le monde parle anglais, c'est plus facile pour moi. Mais même, j'ai parlé là-bas 2 ans et demi de l'anglais. Ça c'est bien aussi pour l'entraîneur, pour le footballeur. J'ai travaillé là-bas avec le mec de partout. Ça, c'est le bonne chose dans le football. C'est tu travailles avec les personnes de tout le monde. Ouais, tout à fait. Et moi, j'aime ça. Moi, je suis ouvert pour être... je dis toujours, je ne suis pas un Hollandais, je suis un homme de monde. Tout à fait. Ouais. Eh ben, on va stopper l'émission sur ce joli mot. Merci. Merci, John. Mille merci. Yann. Mille merci. C'était un honneur. Merci, moi aussi. Merci beaucoup. Ciao. Et merci à tous. À très bientôt. Merci. À bientôt. Portez-vous bien. Faites attention à vous. Faites attention. Ouais. Au revoir.